Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler des examens et du stress qu'ils peuvent engendrer. Alors déjà, je commence en état de stress parce que on est en retard pour l'émission, ça commence bien. Donc on avait un micro cassé, alors on a cherché tout le système et finalement c'était juste le micro cassé, comme quoi, quand on pointe, il n'y a pas un proverbe comme ça qui dit quand on pointe du doigt la lune, le singe regarde le doigt ou un truc du style. En tout cas, c'est juste horrible parce qu'on a stressé, chers auditeurs. Mais on est là et je suis bien entourée, donc on va m'aider à gérer mon stress aujourd'hui. Alors, on a invité Reda Kebir qui est déjà venu plusieurs fois à la radio, qui est un peu connu, qui est professeur de psychologie et de psychopédagogie. Il va répondre à nos questions plutôt sur l'aspect pédagogique du thème du jour. Merci Reda d'être avec nous. Et de rien. Mais de rien. Voilà, nous avons également Monsieur Mbouloukou. Monsieur travaille pour la société Réussir ses études qui nous partagera les outils dont ils usent pour encadrer les étudiants afin que vous puissiez aussi en tirer quelques astuces. Donc merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie d'abord pour l'invitation. Voilà, avec plaisir. Alors enfin, nous avons Monsieur Van Uffel, vous le connaissez peut-être déjà, qui est psychologue clinicien, qui est spécialisé dans la pleine conscience, la relaxation, le Qigong. Il va nous expliquer comment mieux gérer son stress et canaliser nos émotions. Donc merci Erwin d'être avec nous. De rien. Alors, comme vous le savez peut-être, plus de 368 000 élèves en secondaire et 105 000 étudiants en supérieur, selon le journal Le Soir, entament comme chaque année une période redoutée, celle du blocus et des examens. Cette période engendre beaucoup de stress, qui est parfois très difficile à gérer. Certains se sentent submergés par la quantité de travail, ne savent pas comment s'organiser. Et donc, dans cette émission, nos professionnels vont essayer de nous expliquer comment gérer ce stress et comment bien aborder les examens. Je vais commencer avec Monsieur Kebir. Peut-être est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que la psychologie de l'éducation et la psychopédagogie ? Oui, tout à fait. Donc en fait, si vous voulez, ce sont donc des approches cognitives, des approches académiques qui permettent de mieux initier le rapport à l'apprentissage et la manière dont on va apprendre, et en l'occurrence là on parle des étudiants, et donc tout ce qui est de l'ordre de la psychologie de l'éducation, ou plus précisément la psychologie de l'apprentissage, va nous permettre de baliser tout le processus entre le moment où l'individu est soumis à un stimuli et qu'il arrive à ancrer le savoir dans son esprit. La psychopédagogie, et plus précisément la pédagogie, c'est de l'art qui est en lien avec la manière dont on va apprendre, tous les outils qu'on va mettre en place pour justement faciliter l'ancrage de l'apprentissage. D'accord. Alors, Monsieur Van Uffel, est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler qu'est-ce qui est en jeu lors des examens et pourquoi est-ce que les jeunes se mettent une telle pression ? Eh bien, qu'est-ce qui est en jeu ? Ça dépend un petit peu parce que il y a une différence quand même entre les études secondaires et les études universitaires ou d'école. Ce qu'on voit, c'est que en général, il s'agit du futur des enfants. Donc, c'est le futur, c'est important. Il faut augmenter dans la vie, il faut faire quelque chose d'utile. Mais ce qu'on voit, c'est que chez les enfants qui sont dans l'enseignement secondaire, il y a plutôt une motivation, ce qu'on appelle motivation externe. Ça veut dire que la motivation est surtout les parents qui disent « oui, il faut faire ça pour réussir dans la vie ». Les enfants, il y en a qui se réalisent, mais bien sûr, il y en a aussi beaucoup qui disent « pouf, je veux voir, je ne sais pas, mon futur, c'est quoi ?» Donc, c'est une motivation externe. Dans l'éducation universitaire, c'est plutôt une motivation interne. Ça veut dire les jeunes sont déjà un peu adultes et ils savent très bien pourquoi il faut étudier. Et donc, ils se réalisent aussi, oui, c'est une chance. Cette conversation va être enregistrée. C'est une opportunité pour moi pour réussir dans la vie. Et donc, par exemple, quelqu'un qui dit « oui, je veux être médecin », doit passer un examen pour entrer même à l'université. Donc, c'est déjà un atout qui est très grand. Et donc, il y a un seuil. Et donc, le jeune est très motivé pour vaincre. Et donc, ça veut dire aussi que le jeune va dire « ah oui, mais c'est ma vie qui est là ». Et donc, le stress sera là.
Tandis que dans l'enseignement secondaire, c'est plutôt, oui, je dois réussir parce que mes parents disent. Et donc les parents sont une source de stress alors, si je comprends bien. C'est une source de stress. Et donc, c'est pour les deux. Hein. Donc, c'est pas seulement pour, dans l'enseignement secondaire, mais... D'accord. Ouais. Monsieur Mbouloukou, pourriez-vous peut-être nous expliquer ce qu'est une étude encadrée et que propose votre entreprise Réussir ses études? Alors, une étude encadrée, ce sont des séances en fait d'études et de méthodes de travail qu'on organise. Et là, les élèves y viennent et ils sont encadrés par des formateurs. Donc, le but, en tout cas, c'est d'aider les élèves en fait dans leur apprentissage d'une méthode de travail dans un premier temps, mais aussi de permettre aux élèves de pouvoir réviser les notions qu'ils ne comprennent pas, mais aussi les accompagner dans l'assimilation et aussi la compréhension de leur matière. Donc, quand ils arrivent, nous, en tant que Réussir études, ce qu'on propose, c'est il y a plusieurs offres, hein, plusieurs types de services qu'on propose, notamment études encadrées, où les élèves ils viennent tous les jours après l'école. Donc, on est ouvert généralement de 16h à 18h30. C'est des séances de 2 heures qui viennent. Et là, on s'occupe des élèves du primaire, mais aussi du secondaire, mais aussi de l'université. Parce que c'est une école en fait d'accompagnement des élèves pour leur réussite. Et donc, à part l'étude encadrée, on propose aussi des cours particuliers aux élèves quand ils ont des besoins ponctuels dans certaines matières, mais aussi on organise des stages d'études. Et ça se passe pendant les vacances scolaires, notamment les vacances de printemps, de Pâques, ou bien des vacances des grandes vacances ici qu'on va avoir. Là, on a des semaines de stages d'études où les élèves peuvent venir réviser ou se préparer aux examens, ceux qui auront des examens de seconde session. Et qui est-ce qui encadre tout ça? Ceux qui encadrent tout ça, alors, nous avons des formateurs. En secondaire et primaire, ce sont des anciens professeurs, mais aussi de personnes qui ont parce qu'on recrute sur base des diplômes. Donc, des personnes qui ont déjà eu de leur diplôme. Et nous, on donne aussi une formation dans tout ce qui est méthode d'accompagnement. Comme ça, on est sûr qu'on s'aligne dans la même direction. Et puis, pour les universités, on a des doctorants, on a des assistants des universités qui viennent encadrer aussi les élèves. Mais là, on a comme principe, c'est qu'un professeur ou un assistant ne peut pas encadrer ses propres élèves. Donc, par exemple, quand on a des élèves de l'ULB qui viennent, les professeurs de l'ULB ou les assistants ne peuvent pas encadrer ces élèves-là parce que, voilà, pour permettre en tout cas qu'un professeur ne se retrouve pas avec son étudiant. Ah, vous avez parfois des professeurs d'université qui viennent aussi donner les cours alors? Pas des professeurs, mais des assistants, des doctorants. Ah, les assistants, les doctorants, oui, tout à fait. Voilà, okay. Oui. Voilà, pour tout ce qui est, ça c'est pour tout ce qui est supérieur, mais pour tout ce qui est secondaire, la plupart du temps, ce sont des anciens professeurs d'écoles secondaires de la place, hein, notamment, voilà. Là, je parle de Bruxelles en tout cas. On a des anciens enseignants, professeurs de la place qui viennent, mais aussi des personnes qui ont eu leur diplôme et qui ont suivi une formation que nous on donne, une formation de méthodes d'accompagnement aux élèves. Et là, ils peuvent maintenant encadrer les élèves. Super, merci beaucoup. Donc, Monsieur Kabir, je reviens vers vous. À quoi servent les examens? Sont-ils vraiment nécessaires? J'ai bien aimé parce que ce sont mes assistantes à moi qui ont préparé aussi l'émission. Et on a eu un petit débat, on s'est posé la question, tiens, finalement, pourquoi on se met autant la pression? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des examens? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Kabir? Bien, en fait, les examens sont nécessaires dans notre société, dans notre culture occidentale, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé d'autres moyens pour valider, pour justifier une compétence. Et donc, les examens, par définition, sont des processus qui permettent de valider l'acquisition d'une action par un individu. Alors, on a bien entendu l'exemple même des examens à l'école, mais l'examen du permis de conduire en est un bel exemple aussi. On va valider les acquis de l'individu au regard d'une série de questions ou d'une série d'actions qui lui seront demandées. Alors, l'idée, elle est vieille comme le monde, si je puis me permettre. Depuis la nuit des temps, on évalue. Par exemple, on prend à la préhistoire, quand les hommes préhistoriques allaient chasser, on avait des individus plus jeunes qui les accompagnaient, et donc il y avait un rituel de passage
Et donc, on évaluait leurs compétences à chasser, cueillir, etc. Donc, l'évaluation existe depuis toujours. Seulement, voilà, et vos assistantes ont posé une question très pertinente, seulement, voilà, il y a différentes formes d'évaluation. La plus connue dans notre société, c'est l'évaluation certificative. C'est donc les examens, c'est donc le fait d'être évalué sur papier ou à l'oral ou dans une action avec des points à l'arrivée, avec une grille d'évaluation. Et donc, l'évaluation va certifier de l'acquisition de compétences. Il y a d'autres formes d'évaluation, et je ne sais pas si on reviendra par la suite, mais c'est un peu un teaser de ce qui pourrait arriver dans l'heure et demie qui nous reste, mais il y a maintenant une nouvelle forme d'évaluation qui apparaît, ce sont des formes alternatives. Et donc, on a des évaluations qui sont des évaluations diagnostiques, ou alors des évaluations formatives, ou alors des évaluations rituelles. Et donc, on a toute une forme d'évaluation qui permettent d'enlever le stress d'avoir des points et d'avoir un certificat à la fin du process. Et donc là, comme on le disait tantôt, comme le disait M. Van Nuffel parlait des parents qui sont des éléments stresseurs. Là, le fait d'avoir un diplôme, un papier à la fin et des examens, ce sont des éléments stresseurs. Dans les évaluations de type continu ou les évaluations formatives, on remarque que les éléments stresseurs sont diminués parce qu'on n'est plus à la fin du mois de juin devant sa feuille, assis sur sa chaise et sur son bureau en train de répondre aux examens. Donc oui, évaluer, on doit évaluer. C'est comme ça qu'on peut permettre à l'individu de valider ou non ses compétences. Mais par contre, la forme d'évaluation est à revoir. On n'est plus dans du certificatif. En tout cas, moi, j'opte, quand je donne cours en pédagogie aux futurs enseignants, j'opte pour aller vers d'autres formes d'évaluation, que ce soit des évaluations diagnostiques, continues, formatives, et peut-être laisser l'évaluation certificative de côté. Mais là, malheureusement, ce n'est pas un niveau micro que ça doit se décider, mais c'est un niveau macro-politique, où là, il faudrait que les institutions qui légifèrent sur les questions d'enseignement prennent position. Et donc là, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui doit acter la chose. Oui. D'ailleurs, vous êtes prof aussi, donc je suppose que vous êtes en train d'évaluer vos étudiants aussi. Exactement. C'est ce que je disais. Il y a ce paradigme en fait qui existe entre le souhait de l'individu et donc mon parcours académique fait que je suis sensible et conscient de l'élément stressant que peuvent représenter les évaluations certificatives. Dès lors, j'essaye de les minimiser. Mais malheureusement, comme je le disais, à un niveau macro, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tant qu'enseignant, nous impose l'évaluation certificative pour valider les compétences. Cependant, il y a des parades qui sont des parades légales où vous pouvez, par exemple, en haute école ou à l'université, envisager une partie de l'évaluation en évaluation continue pendant l'année ou alors en évaluation formative ou alors en évaluation transversale avec d'autres cours. Donc, il y a une panoplie d'outils qui sont à disposition des enseignants. Le tout, c'est que l'enseignant doit prendre ses protocoles, ses modalités à bras le corps et qu'il doit décider d'aller dans ce sens. Oui, c'est vrai, j'en discutais justement avec une collègue pédagogue qui me disait on nous met beaucoup la pression aussi à nous en tant qu'enseignants pour évaluer et pour justifier le passage de classe ou la réussite scolaire ou même faire des statistiques sur les résultats des examens pour savoir si oui, non, ceci, par exemple le Covid a impacté ou pas. Mais du coup, il y a une obligation d'évaluer derrière l'enseignant aussi. Ça n'est pas que du choix de l'enseignant, on va dire. Exact. En fait, et si je peux me permettre d'aller dans ce sens, l'idée même, le fondement même de l'apprentissage, ce sur quoi tout repose quand on parle d'apprentissage, c'est le fameux triangle pédagogique. En d'autres termes, un individu doit acquérir, quand il est évalué, il doit acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Le problème, c'est que quand on évalue sous forme d'examen écrit ou examen oral, en tout cas qu'on est en évaluation certificative, les enseignants ont tendance à aller vers de l'évaluation des savoirs et des savoir-faire. Au lieu qu'il y a toujours le pôle savoir-être qui peut être évalué. Et là, le savoir-être, on le constate beaucoup plus dans les évaluations de type formative ou de type continu. Et donc, clairement, votre collègue pédagogue a raison. Il y a une pression qui s'opère sur l'institution formatrice que sont les écoles, sur les institutions, mais en réalité, il y a d'autres pans que l'on pourrait évaluer
dont les savoir-être, par exemple, et qui ne Ouais. nécessitent pas d'évaluation certificative. Tout à fait. Alors, on va aller à la pause, même si on a pris une longue pause pour commencer l'émission. On reste dans les temps. Toutes les 20 minutes, on fait une petite pause. Ça va me permettre comme ça aussi d'allumer le live Facebook, chers auditeurs. Je vous invite à aller sur mon live, le Blic Virginie sur Facebook. Et ça permettra du coup, c'est le Blic Virginie bis, c'est mon deuxième live. Mais du coup, ça vous permettra de poser vos questions en direct aussi à nos invités et interagir avec eux. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Je vais aller l'allumer pendant la pause et on revient vraiment dans 2 minutes. Donc, restez avec nous. Ça va ? À tout de suite. Voilà, on est de retour et cette fois, vous pouvez nous trouver sur la page de Le Blic Virginie. Donc, on est de retour dans Santé pour tous et nous sommes en direct, donc vous pouvez poser toutes vos questions directement sur la page Facebook. Nous sommes avec nos spécialistes, Reda Kebir, Erwin Van Nuffel et Monsieur Mboloku. Donc, juste avant la pause, Monsieur Kebir nous expliquait un petit peu les protocoles qui entouraient en fait l'obligation. Je ne vous entends pas très bien par contre. Vous m'entendez pas très bien, ça ne va pas du tout. On va essayer d'augmenter un peu le son, voilà. Donc juste avant la pause, vous disiez que Monsieur Kebir, que justement il y avait tout un protocole autour de l'évaluation, que c'était aussi une obligation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà. Moi je voulais aussi savoir, je revenais un peu vers Monsieur Van Nuffel, qui est psychologue clinicien. Qu'est-ce que le stress et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de stresser ? Le stress, en effet, on entend beaucoup de nos jours. Le stress de base, c'est une bonne chose parce que c'est un mécanisme pour survivre. Et donc, quand on retourne dans le temps, et à l'époque, quand on vivait encore dans les caves, en effet, le stress, ça nous faisait survivre. Le stress, c'est un système d'activation. Et donc, quand il y a quelque chose qui nous stimule, qui est un peu, on peut dire, une menace, quelque chose qui doit nous activer, il y a quelque chose dans notre corps qui réagit. Et donc, il y a des hormones qui vont être libérées. Et donc, ça fait activer le corps. Il faut imaginer, à l'époque, quand il y avait un tigre, il fallait le stress. Le stress faisait que vous voyez un tigre, vous allez faire quelque chose. Soit vous allez courir très vite, ou soit vous allez attaquer le tigre, mais le corps va faire quelque chose. Maintenant, de nos jours, le problème est que le stress est devenu quelque chose de chronique. Et donc, le système de stress n'est pas fait pour ça. Le système de stress, c'est fait en effet pour voir des menaces qui sont temporaires. Maintenant, nous sommes tous dans un monde où il y a trop de stress. Ben oui. Et donc, on voit que le corps sera épuisé à la fin. Et donc, le stress, c'est quelque chose de bien si c'est momentané. Mais si ça dure trop longtemps, ça va causer des maladies. Et donc, ça peut avoir une influence sur beaucoup de maladies. On en trouve presque chaque jour, on en trouve plus. Il y a des maladies qu'on dit, oui, est-ce que c'est biologique, mais il y a aussi un composant de stress, par exemple, fibromyalgie. Ça, c'est quelque chose dont on sait que le stress joue un rôle important. Tout ce qui est la maladie auto-immune, donc notre système qui va attaquer le corps même. Mais ça a aussi une influence, par exemple, sur le cancer ou même sur nos défenses. Par exemple, quand on est malade, quand on a trop de stress, et il y a une grippe ou le Covid par exemple, il y a moins de défense dans le corps. Donc dans ce cas-là, le stress est quelque chose de mauvais et donc ça doit être géré. Disons que ça doit être un petit peu, on doit voir un peu le contexte autour du stress. C'est pas, le stress en soi, c'est quelque chose de naturel et qui est bon pour la santé s'il est dans un contexte, on va dire, adapté, pas trop extrême et pas trop chronique non plus. C'est-à-dire que c'est la chronicité du stress. Voilà, si c'est un stress ponctuel pour face à un état d'alerte ou de danger, ok. Mais si c'est un stress qui est chronique, constant, etc., sur du long terme, on peut faire du mal à notre corps si c'est mal géré.
Et donc, Oui. tout à l'heure, on verra avec vous un peu comment on peut aussi apprendre à gérer son C'est ça. stress aussi. Oui. Parce que du coup, on peut tout à fait apprendre à gérer ces émotions-là. Heureusement, oui. Oui, heureusement. On a fait quelques séances de Qigong avec Erwin à l'espace santé famille, puisque Erwin travaille à l'espace santé famille avec nous. Hein. Il fait tout ce qui est relaxation, mais aussi tout ce qui est psychocorporel. Voilà, juste pour rappeler. Et donc, on en parlera juste après. Monsieur Mbouloukou, quel genre d'élèves vont avoir recours alors à vos services? Alors, les gens d'élèves, ça dépend. Hein. Donc, on a des élèves qui ont besoin d'un renforcement, par exemple dans une matière quelconque, ou bien des élèves qui veulent rattraper un retard dans leur matière. Et puis, il y a d'autres qui, peut-être, ils veulent se réorienter et ils ont besoin d'un soutien dans une matière quelconque, donc ils viennent chez nous. Alors, depuis l'année passée avec la Covid ici, donc on a aussi des élèves qui sont en décrochage, hein, qui sont en décrochage et qui voilà, avec l'étude à distance, donc en tout cas distanciel, donc ce n'était pas évident pour eux. Donc on a eu quand même après qu'on a déconfiné pas mal d'élèves qui étaient en décrochage scolaire qui sont venus chez nous et qu'ils avaient besoin de ces contacts-là parce que chez nous, voilà. On dit toujours c'est étudier avec efficacité et avec plaisir aussi. Donc c'est une école autrement. Donc ce n'est pas que comme à l'école, voilà, le prof est derrière les élèves, puis comme Monsieur Kabir disait, avec système d'évaluation. Donc nous on n'est pas là pour les évaluer, pour les juger. Pourtant on est là pour les encourager et puis les permettre en tout cas d'avancer dans leur apprentissage. Donc les élèves qui viennent chez nous, voilà, c'est des élèves qui veulent combler des lacunes, qui ont de retard dans leur matière et qui veulent avancer, progresser, mais aussi qui sont en recherche de perfectionnement tout simplement. Ok, merci, c'est gentil. Alors, du coup, la question aussi, c'est par rapport à ces élèves-là et à tous les autres élèves, Monsieur Kabir, est-ce que c'est nécessaire, selon vous, de coter les enfants? C'est-à-dire, ok, on a compris pour les examens, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir une note? Moi, j'ai été dans un enseignement à la fin de mes secondaires de type Freinet. Et en fait, on n'avait pas de notes, on n'avait pas de points. On avait des examens, on avait des évaluations, mais on n'avait pas de points. Moi, perso, ça me stressait vachement moins. Mais je sais pas, pour les autres, on avait un bien satisfaisant ou insatisfaisant, mais on n'avait pas des chiffres, en fait. Et est-ce que vous pensez que voilà, c'est nécessaire d'avoir des chiffres pour évaluer ? Alors non, ce n'est pas nécessaire. D'un point de vue pédagogique et même didactique, la cotation de type numéraire en chiffres n'est pas vraiment utile. En fait, elle est à mettre en analogie avec une société de surconsommation et une société où la compétition est de mise. Ce principe d'évaluation à l'aide de chiffres permettra, le cas échéant, une meilleure implémentation dans la vie professionnelle. Tout simplement, hein, je vous donne un exemple très concret. Quand un chef d'entreprise reçoit 15 CV sur son bureau identiques en termes de diplôme, il va demander d'ajouter le relevé de notes et il finira par trancher en prenant la candidature ayant la note la plus élevée parce que selon lui, ça va s'associer aux meilleures compétences acquises par l'aspirant employé. Mais ce n'est pas pour autant effectivement la seule piste, la seule solution. Vous preniez votre cas comme exemple, mais effectivement, ça se fait de plus en plus. Il y a des évaluations où on travaille sur des appréciations plus que sur des points. Et donc, les appréciations, clairement, ce sera, par exemple, satisfaisant, favorable ou suffisant ou insuffisant, ce qui permettra à l'étudiant, à l'apprenant, à l'élève, de pouvoir sonder sa position dans le processus d'apprentissage, mais sans pour autant jouer à cette comparaison, à cette guéguerre des points. Ça se fait, par exemple, en haute école. En haute école, certains cours sont sous forme d'appréciation. Et donc, vous allez voir qu'on va donner une appréciation. Mais par contre, de facto, et ça même dans le Freinet, quand vous donnez une appréciation de type favorable, satisfaisant, etc., il doit y avoir en annexe des compétences travaillées. Et on doit mettre si les compétences sont maîtrisées, non maîtrisées ou en voie de maîtrise ou en voie d'acquisition. Et donc, dans le Freinet, par exemple, mes enfants sont dans de la pédagogie Freinet et je donne cours à des enseignants qui veulent se diriger vers le Freinet. Clairement, l'outil, la logique de fonctionnement, c'est OK, on peut se dire, ah bah,
les points, on ne veut pas de points, allons vers des appréciations, mais par contre, il faut systématiquement mettre la compétence, par exemple, savoir lire, eh bien, la compétence est maîtrisée, non maîtrisée ou en voie de maîtrise. Savoir calculer, maîtrisé, en voie de maîtrise ou non maîtrisé. Et effectivement, ce genre de système enlève du stress aux apprenants. Parce que du coup, la question n'est plus tant de savoir si je vais faire 18 ou 12, mais la question, c'est juste de savoir si j'ai acquis la compétence ou si je ne l'ai pas acquise. Ça s'arrête là. Et donc, clairement, c'est quelque chose d'intéressant à concevoir. Et ça se fait dans énormément de pays. Je prends les États-Unis, par exemple, où l'enseignement dépend de chaque État fédéral. Et donc, on n'a pas un seul processus de fonctionnement dans l'enseignement pour tous les États-Unis d'Amérique, mais c'est par État. Eh bien, dans 40 États, un peu plus de 40 États, on se retrouve avec des logiques d'évaluation qui sont des évaluations de type A+, B+, C+, etc., qui enlèvent la pression des points et qui permettent à l'apprenant de se sonder dans son protocole d'apprentissage sans pour autant stresser. Donc clairement, vous prêchez un convaincu. Moi, je suis pour ce système d'appréciation. Oui, et puis c'est même par rapport à l'estime de soi, j'ai l'impression que voilà, si on ne se compare pas aux autres, du coup, on a une moins faible estime de soi aussi, parce qu'on se dit, ah, t'as vu celui-là, il est meilleur, etc. Exactement. Ce que je dis toujours à mes étudiants qui sont des enseignants en devenir, c'est que favoriser, faire l'apologie de la compétition entre des individus, c'est une équation très très simple. Ce sera A contre B. Si A va gagner, il y a d'office un perdant, c'est B. Et quand on perd, c'est pas agréable, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas valorisé. Donc si on enlève ce système de compétition au regard des points existants, on tombe dans un principe de sublimation de chaque individu dans la société. Le tout, c'est d'avoir une société en accord avec ce protocole. C'est très compliqué et on a souvent des étudiants qui reviennent nous voir là-dessus en disant tiens, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est très compliqué de suivre tout un enseignement, par exemple en Freinet ou avec un principe d'évaluation de type satisfaisant, favorable, etc. Et puis de se retrouver dans la société avec un principe de points où on nous demande systématiquement de rendre des comptes au regard de chiffres, d'aspects numériques, etc. Donc il faut, je pense, avoir une certaine logique, une certaine approche de continuum en se disant tiens, oui, je suis favorable à ce principe d'évaluation de type appréciation, favorable, SAT, etc. Mais par contre, ça doit rester par la suite. On ne peut pas se prétendre adepte du système d'évaluation à l'aide d'appréciation quand quelques secondes après, on va chronométrer un enfant et lui dire tiens, toi, tu as fait 12 secondes et l'autre a fait 10 secondes. Ça n'a pas de sens. Il faut donc créer une certaine logique de fonctionnement chez l'individu dès le plus jeune âge pour que par la suite, ça puisse changer ou implémenter une nouvelle manière de fonctionner dans la société. Ouais, c'est toute une ambiance. C'est une ambiance qui est différente, mais en général, dans les écoles Freinet, mais c'est souvent comme ça. Il y a toute une logique de collaboration aussi. Enfin, les grands aident les petits, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place dans ces écoles-là. Hein. Donc, mais je terminerai là-dessus sur cette question, mais comme ça, les auditeurs pourront prendre la mesure de ce que je dis. C'est que oui, il y a une forme d'ambiance, et je dirais même plus, c'est une forme de culture à l'enseignement Freinet. Alors c'est très bien, mais si on prend le cas d'un élève ou d'un étudiant qui sort de là et puis qui se retrouve à aller à son entraînement de foot et le coach lui dit je te prends pas parce que t'as pas marqué 2 goals à l'entraînement, il y a un paradigme qui s'opère, il va y avoir un choc. Pareil pour les parents, c'est très bien de mettre des enfants dans du Freinet, mais si à la maison c'est tiens, ton frère a fait un meilleur bulletin que toi, ou tiens, ton frère sait mieux lire que toi, on perd tout le bénéfice développé dans la pédagogie Freinet, et donc du coup ça devient de facto un élément stressant. Mais il n'y a pas que ça. Moi j'ai une de mes petites sœurs, elle a fait toutes ses études dans l'enseignement Freinet. Quand elle a dû aller à l'UNIF, au début, elle a tout réussi. Hein. Je dis la vérité, elle a jamais redoublé une seule année. Moi j'ai redoublé à l'UNIF, etc. Mais elle a tout bien réussi. Parce qu'elle avait peut-être plus confiance en elle aussi, je pense, en ses capacités et tout à fait. Mais par contre, la mise au travail et le respect, c'est toute une autre philosophie. Et du coup, les évaluations, les exigences, etc. Elle le prenait mais vraiment à la baba cool quoi, ça va aller tranquillou, etc. Et parfois ça marchait pas, donc c'est vrai que on se retrouve après aussi dans une société qui n'est pas encore dans cette ambiance là, et donc après même au boulot il y a des trucs de compétition, etc. qui ne correspondent pas, donc je lui fais un petit coucou parce que ma sœur aujourd'hui elle est psychopédagogue, mais elle travaille, elle a ouvert un ranch au Maroc. Elle s'est barrée, donc elle a de très beaux diplômes, elle en a 2, elle a un diplôme d'instit et elle est psychopédagogue, mais voilà, elle a choisi de vivre sa vie avec les animaux, et donc elle
travaille dans la nature avec les animaux, avec les chevaux, etc. Et donc je me dis, c'est vrai que c'est fou, finalement c'était un choix éducatif, mais où elle valorise plutôt le bien-être personnel, enfin son bien-être personnel et voilà, l'évolution de sa famille au sein d'une culture de bien-être, d'apaisement, etc. Enfin, elle a d'autres priorités dans sa vie, en tout cas, que la compétition en entreprise ou l'enseignement. Enfin voilà, donc c'est rigolo. On a pris des voies un peu différentes toutes les deux. Voilà. Et donc c'est juste un exemple, mais ça rejoint assez ce que vous disiez par rapport au fait que après on sort quand même de ces écoles-là, mais on arrive dans une société qui ne fonctionne pas encore comme ça. Donc voilà. Exactement. Oui. Alors on va Virginie, moi je voulais revenir en fait sur ce que Reda disait par rapport à noter les élèves, parce que voilà, moi j'ai eu on en a eu quand même des cas comme ça. Oui, attendez, monsieur Mbouloukou, je m'excuse, hein, mais on est arrivé à l'heure pile et on a fait encore 20 minutes. Je sais que ça passe très très vite. S'il vous plaît, vous voulez bien garder ce que vous allez dire et on va le dire dans 2 minutes. Top chrono, dans 2 minutes, je vous reprends et vous rebondissez sur ce que monsieur Kébir vient de dire. Ça va? Ok, ça va. On revient tout de suite. À tout de suite. Voilà, on est de retour. Monsieur Mbouloukou voulait réagir parce qu'on parlait du système freiné, du fait de coter ou pas les enfants, de s'adapter ou pas dans la société. Donc, par rapport justement à un système qui est un petit peu différent. Et donc, voilà, vous vouliez réagir par rapport à ce que monsieur Kébir venait de dire, monsieur Mbouloukou. Donc, je vous redonne la parole. Ok, merci bien. Oui, justement, je voulais revenir sur le système des cotations. Parce que nous, quand même, on a remarqué ça aussi avec les élèves. Hein. Les élèves qui viennent chez nous, des fois, bon, ils travaillent bien. Et puis, chez nous aussi, on fait des systèmes d'évaluation, mais on les dit pas qu'on va les coter. Et donc, après, quand on fait ça, ils réussissent. Mais quand ils vont à l'école, vu que quand ils vont passer l'interrogation, le fait d'entendre seulement que c'est une interrogation ou c'est un examen, en fait, dans les mêmes conditions, les élèves, ils échouent. Et puis, quand on fait maintenant le débriefing avec l'élève ou l'étudiant, on leur dit, mais cette matière, on l'a quand même travaillé. Et puis, quand je vois ton évolution ou bien ce que tu as fait, tu maîtrises quand même la matière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, en tout cas, messieurs, quand j'ai vu seulement ma feuille, comme c'est une interrogation ou bien comme c'est un examen, eh ben, j'ai stressé, j'ai perdu tous mes moyens et je ne sais pas comment. Voilà, j'avais un blanc. Et donc, en fait, le fait d'entendre que c'est une évaluation qui sera cotée, on va lui donner deux points. En fait, on va le mettre en compétition, comme M. Guébert disait. En fait, ça le met en état de stress et nous aussi, bon, en tout cas, on pense aussi que pour certains élèves, peut-être le système de cotation avec des chiffres, c'est pas peut-être adapté, hein, et qu'il faudrait peut-être maintenant c'est la société qui est comme ça, mais il faudrait peut-être évoluer et puis voir aussi avec l'évolution de la société, voilà. Après, adapter en tout cas oui, ce système-là. C'est discutable. Hein. Je sais qu'il y a certains parents ou certains profs diront oui, mais moi, mon enfant, il n'est pas assez structuré, entre guillemets, pour aller dans une école à type Freinet parce qu'il faut que l'enfant ait déjà un cadre interne qu'il a incorporé. Mais ça, c'est un autre débat. Mais par rapport à ce que vous disiez, moi, j'ai envie de rajouter, monsieur Mbouloukou, que moi, je me souviens d'une fois, j'avais un enfant qui venait justement parce qu'il échouait tous ses contrôles, alors qu'à la maison, il mémorisait très, très bien. Et donc, l'instituteur avait dit à la maman, écoutez, à mon avis, ça doit être affectif, il doit y avoir quelque chose. Donc la maman était venue consulter chez moi. Donc je rappelle, je suis aussi psychologue clinicienne et je reçois ce petit bout et je lui dis, mais quand tu es devant ta feuille et que tu vas avoir ton contrôle, à quoi tu penses ? Et bien vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, mais en fait, je suis en train de penser que si je réussis pas, maman va me frapper en rentrant à la maison. Et il me dit, et du coup, il me dit, j'ai peur. Et alors, j'arrive plus à répondre parce que j'arrête pas de penser à ça. Et je me dis, je vais ramasser des coups en rentrant si je rate, quoi. Alors qu'il connaît toute sa matière et qu'il a tout révisé avec maman à la maison. Et donc, c'est là où, voilà, la maman qui a entendu ça, elle s'est rendue compte que, ah oui, c'était peut-être pas la meilleure manière de faire étudier mon enfant que de lui mettre des coups ou de lui mettre des coups de pression. Ou il y a des parents qui crient, qui insultent ou qui frappent, et ça c'est vraiment pas la bonne solution parce que l'enfant va associer du coup aux apprentissages les conflits avec le parent et donc les apprentissages seront systématiquement connotés négativement et donc ces enfants qui ont peur d'échouer, ce sont ces enfants là qui vont avoir plus d'échecs justement, alors qu'un enfant qui va aller peut-être plus zen, moins stressé en se disant si je rate mon parent va m'encourager ou va me dire que je pourrais faire mieux. Moi je dis toujours aux parents, un enfant
qui revient avec un échec, c'est mieux de lui dire c'est pas grave, la prochaine fois tu feras mieux, on va regarder ensemble ce qui n'a pas été. Voilà, times. Il faut pas qu'on commence avec cet esprit justement compétiteur, pression, parce que justement les enfants ont besoin en cette période d'encouragement. Ils ont besoin. C'est une période difficile, les examens, et ça malheureusement je trouve que on se rend pas toujours compte, mais qu'on est aussi des facteurs, nous les parents, des facteurs de stress pour nos enfants. Oui. Monsieur Van Nuffel, qu'est-ce qu'on peut faire alors du coup quand on sent que le stress nous envahit ou envahit nos enfants, et à quel moment on peut dire il y a un débordement émotionnel? Oui, là on doit voir qu'est-ce qui cause le stress, et il y a deux facteurs. C'est comme M. Kabir avait dit avant, le système nous impose des choses et donc ça peut causer du stress. De l'autre côté, il y a aussi l'enfant même, le jeune, qui a fait quelque chose ou qui n'a pas fait quelque chose pour ses études. Et le jeune a aussi sa personnalité. Et donc, ce sont deux types de gestion différents. Quant au système, le système est là. On ne peut pas changer le système. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle acceptation. Il y a des techniques pour ça, pour apprendre à accepter ce qui est là. Donc, ce qu'on ne peut pas changer, ça, on doit accepter. De l'autre côté, le jeune même, là, on peut changer beaucoup de choses. Et donc, le jeune même, il peut faire des choses. Par exemple, il peut prendre quelques pauses pendant ses études. Il peut un peu jouer du sport. Il peut reposer de temps en temps. Donc, c'est très important de relaxer, de prendre un peu de relaxation, parce que le stress, si c'est trop, ça peut en effet, comme M. Mbuluko avait dit, ça peut causer un blanc. Et donc, ça veut dire que le système dans notre corps va bloquer le fonctionnement de ce qu'on appelle le cortex préfrontal. En effet, c'est le cerveau qui exécute. Donc, va bloquer le fonctionnement du cerveau. Et donc, même si vous maîtrisez très bien le sujet, vous ne savez plus reproduire. Je l'ai eu moi-même pendant mes études. C'était en mathématiques. Et le prof était tout étonné parce que le prof disait « Oui, mais tu étais super. » Et j'avais rien du tout sur ma page. Donc ça, Zéro. c'est vraiment quand on a un niveau de stress très élevé et qu'on n'arrive plus justement à produire parce qu'on n'arrive plus à gérer. Là, il y a un débordement émotionnel qui fait qu'on n'arrive plus à gérer, quoi. C'est ça. Et donc, là, c'est très important d'éviter que ça vienne à ça. Dormir, ça, c'est très important. Ça, c'est surtout pour... qui négligent ça. Oui. Ouais. Surtout dans les études supérieures, il y a des gens qui vont dire « Oui, je vais faire la nuit parce que je n'ai pas étudié assez et donc je dois terminer. » C'est un peu risqué parce que si vous étudiez la nuit, une fois ça va, mais si vous faites ça pendant plusieurs nuits, le cerveau va s'arrêter et donc va dire « J'en ai marre, je ne sais plus » et donc le résultat sera moins que si vous prenez votre repos. Et donc, c'est mieux peut-être de prendre des autres stratégies, comme par exemple, chapitre 10, je ne vais plus étudier chapitre 10 et éliminer ça. Parce que si vous n'avez pas dormi, si vous êtes tout dans le travail, non, ça ne va pas aller. Et donc, il y a des moyens qu'on peut utiliser. Il y a des gens qui utilisent café, mais c'est aussi un peu artificiel. Et il y a des gens qui vont utiliser, par exemple, le Captagon. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Parce que le Captagon, ça, c'est connu pour causer des blancs. Donc, il faut éviter ça. C'était impressionnant, mais je me souviens quand j'étais à l'université, aux abords de l'université, ils nous proposaient des petites gélules stimulantes comme ça, mais je ne sais plus trop ce qu'il y avait dedans, guarana ou guarana. Guarana, oui. Des trucs un peu bizarres comme ça qu'ils nous proposaient. On sortait de l'unif et ils nous disaient, voilà, ça va t'aider à rester éveillé. Moi, je me souviens que franchement, je carbure au Red Bull et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on fait ça, on a des pics
oui, en effet, Oui. où on peut carburer, entre guillemets, on peut avoir... Mais juste après, on a un niveau d'épuisement extrême. Et donc, en fait, ça sert à rien de faire ça, parce Oui. que non seulement on abîme son corps, mais en plus de ça, je veux dire, après ça, on est tellement épuisé qu'on n'arrive plus à se remettre au travail pour la suite. Et donc, c'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, un peu comme ce que vous étiez en C'est train ça. de dire. Et souvent, moi, les étudiants, quand je leur dis, il faut se reposer, il faut se détendre, il faut aller faire un tour, ils disent non, j'ai pas le temps. Mais c'est vraiment se faire un programme aussi. Hein. C'est Oui. hyper important, ça. Oui, parce Ouais. que si on fait un petit tour, une petite pause, la rentabilité de l'étude va augmenter. Mhm. Donc, ça veut dire qu'en 1 heure, on pourra étudier plus que si on étudie tout le temps, sans pause. Après, notre rentabilité va diminuer. Ouais. Bah tiens, en parlant d'organisation, moi je voulais savoir, Monsieur Mbouloukou, comment ça se passe une journée type chez vous, dans votre institution? Alors, une journée type, ça c'est en fonction des offres en fait qu'on propose, hein. Donc, tous les jours en fait, les avant-midi, par exemple, nous avons là c'est spécialement consacré aux élèves, aux candidats qui préparent le jury CSS. Donc, ils viennent chez nous de 9h à 16h. Ça, c'est tous les jours, tous les avant-midi. Et puis après-midi, là, on reçoit, donc à partir de 16h, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les élèves qui viennent du secondaire. Et là, ils viennent, c'est pour l'étude encadrée. C'est de 16h à 18h30. Donc, c'est 2 heures chaque fois une séance. Donc, l'élève qui arrive à 16h, il part à 18h. Celui qui arrive à 16h30, eh bien, il partira à 18h30. Et le samedi, comme aujourd'hui, on a aussi 2 séances. On a des séances, donc le matin, de 9 à 11h, et puis de 11 à 13h. Donc, on a 2 séances le samedi. Et le mercredi, comme les élèves, ils terminent un peu plus tôt, là, on a aussi des séances pour les élèves du secondaire. Là, on organise donc de 14h à 16h, une séance d'études encadrées, et de 16h à 18h. Mais pour les supérieurs, ça, c'est différent. Pour les étudiants qui sont en supérieur, là, c'est en fonction de l'heure du formateur aussi, mais aussi de l'étudiant. Parce que les étudiants, ils ont des cours en journée. Et donc, les formateurs, en fait, c'est que celui qui va faire le coaching ou celui qui va suivre l'étudiant, il prend contact toujours avec lui. D'abord, on commence toujours par un entretien. Là, on a aussi un psychologue qui est là, dans tout ce qui est pour donner aussi des conseils aux parents. Donc, on fait d'abord l'entretien avec le parent, avec l'élève. Et puis, en fonction des besoins, on attribue, en fait, l'étudiant au professeur qualifié. Et là, le programme, donc, il va dépendre, en tout cas, de leur emploi du temps, tous les deux. Donc ça, c'est plus ou moins mais c'est pas des écoles type où les élèves, ils viennent chez nous du matin au soir, parce que là, on accompagne plus les élèves qui ont déjà des cours donc du matin jusqu'à 15h30. Et donc, quand ils viennent chez nous, c'est pour réviser. Certains pour essayer s'ils ont des devoirs à faire, là, on les aide, mais aussi pour acquérir une certaine méthode de travail. Donc, voilà comment se passe une journée type chez nous. Donc c'est de Mais l'accompagnement. Vous faites, disons que les parents sont aussi partenaires du projet. C'est-à-dire tout à qu'ici, fait. on voit que vous avez un psychologue, vous avez des parents qui viennent aussi sur place. Et donc l'idée, c'est de les faire participer. Est-ce que ça vous arrive un peu de leur donner aussi des petits conseils du genre, ne pas mettre trop de pression à l'enfant, des choses comme ça? Tout à fait, ça nous arrive en tout cas. Je me rappelle le souvenir que j'ai, en tout cas, bon, ça date il y a une semaine, il y a un parent qui vient, que j'ai reçu en tout cas un entretien avec le psychologue, et puis on parle, et puis il nous explique que son fils ne veut plus étudier. Ensuite, bon, parce qu'on le reçoit toujours à 2, et puis la seconde ou la deuxième entretien, c'est avec l'élève tout seul, le parent n'est pas là. Et le troisième entretien, c'est avec le parent tout seul. Et donc, la deuxième séance, quand on reçoit l'élève, on parle avec l'élève nous dit non, en fait, chaque fois quand je vais commencer, c'est maman qui m'écrit dessus. Donc, maman me dit toujours, oh non, va étudier. Donc, il dit, Lucien, va étudier. Chaque fois, il m'écrit dessus. Et donc, ça me décourage, ça me donne même plus envie d'étudier. Et donc, après 3 séances, le parent m'a appelé pour me dire, en fait, je ne comprends plus parce que au début, mon enfant était réticent à venir chez vous. Mais maintenant, chaque fois, il veut venir là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous l'avez fait, mais c'est tout ce qu'on a mis dans des bonnes dispositions pour étudier. Et puis, le parent aussi, on l'a expliqué que le fait de crier de crier tout le temps sur son fils, ça le décourageait. Donc, il y a aussi le psychologue qui est là, qui donne aussi des conseils, en tout cas aux parents.
Ah oui, c'est chouette. Oui, donc il y a vraiment un accompagnement et un partenariat, et ça, c'est super important. C'est un accompagnement qu'on fait. Et en parlant d'accompagnement, Monsieur Kébir, comment vous faites pour accompagner les professionnels, les futurs professionnels, justement à éviter cette attitude ou à éviter que leurs futurs élèves, stressent. C'est-à-dire quels conseils on peut donner aux professionnels qui vont bientôt enseigner et qui vont accompagner les enfants, justement pour que les enfants ne souffrent pas de ce stress? Exact. En fait, dans les faits, il y a un cours en Régenda, donc quand ils suivent leur cours pour devenir enseignants, il y a un cours qui s'appelle Technique de gestion de groupe, et c'est durant ce cours où effectivement on va enseigner des outils, des techniques pour justement enseigner avec le moins de stress possible, enseigner de la meilleure manière possible en termes qualitatifs, mais aussi en termes de relations humaines. Et donc oui, dès lors, on a une série d'outils comme par exemple les techniques SMART, les techniques ciné qui existent et qui sont outillées. Et donc j'invite les collègues spécialistes de l'éducation qui nous écoutent à se renseigner sur les techniques SMART, les techniques ciné, et se poser une question toute simple, qui est le b.a.-ba de l'enseignant quand on veut savoir si on va stresser ou non les étudiants qui sont devant nous, mais c'est de se mettre à leur place et de se dire, tiens, est-ce que ce que je vais proposer va être un élément stresseur ou non pour les apprenants qui sont en face de moi? Et bien entendu, comme le disait tantôt M. Van Nuffel, vraiment essayer de faire descendre ce niveau de pression quand on est face aux élèves et en fait tout simplement déconstruire cette représentation de la difficulté liée à l'exercice qui est demandé ou à l'examen qui est demandé. Donc par exemple, moi mes étudiants en bac 1, bac 2, je leur rappelle qu'il existe une panoplie d'outils législatifs qui leur permettent de recommencer le même examen quand ils sont en bac 1, recommencer le même examen en janvier, en juin et même en septembre. Dès lors, pas besoin de stresser. Et pareil, ce que moi je leur demande de faire, c'est ce que j'appelle un study buddies, donc c'est un ami d'études. Et donc, c'est par exemple d'étudier en binôme, de faire des résumés en binôme. Et donc, c'est déjà un élément qui va permettre de canaliser le stress et l'anxiété qui vont apparaître chez les apprenants. Donc, c'est une panoplie d'outils qu'on peut mettre en place, en tout cas. Oui, merci. J'espère que nos auditeurs entendront bien tout ça. J'espère que ça les aidera. Je voulais aussi demander du coup à Monsieur Van Nuffel, mais comment on peut proposer aux gens de gérer leur stress et comment vous, en tant que psychologue, vous les prenez en charge, par exemple? Qu'est-ce que vous allez proposer en thérapie, par exemple? Oui, Monsieur Mboulouko avait mentionné un point très important, c'est les parents. Donc, parce que maintenant, je sais que les parents sont en train d'écouter, les étudiants non. Ils sont en train d'étudier. J'espère. Et donc, pour les parents, c'est important de savoir, on voit beaucoup, surtout dans les communautés d'immigration, les enfants, ils sont en train de faire un niveau éducationnel plus haut que les parents en général. Donc, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas étudié à l'université. Et donc, de temps en temps, c'est aussi un peu difficile pour les parents de comprendre ce qui est une étude universitaire. Et donc, pour les parents, je pense que c'est très important au niveau des études secondaires de faire plutôt le contrôle, mais pas le contrôle trop strict. Simplement voir, oui, est-ce que ça va, comment est-ce que ça va, de bien parler avec les enfants. Au niveau supérieur, il faut comprendre que l'enfant a déjà beaucoup de techniques pour gérer ses études et donc peut-être plus que les parents. Les parents, surtout si les parents n'ont pas de diplôme, ils doivent simplement respecter que l'enfant est en train de faire son meilleur et plutôt être dans un rôle de soutenir l'enfant. Donc voir, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, par exemple, pour manger sain? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de nous pour aider, par exemple, de faire des achats ou quelque chose comme ça? Donc, être là plutôt dans un rôle de soutenir. Parce que pour l'enfant, pour le jeune, c'est une période de stress où il doit se concentrer vraiment très intensivement, et ça je dis, très intensivement sur ses études. Et donc, essayer de diminuer le stress pratique des choses pratiques quotidiennes. Donc, ne pas dire « Ah oui, il faut encore mettre tout dans la vaisselle et tout ça ». Non, laissez ça
pour les parents. Ne donnez pas des tâches supplémentaires toi, aux t'es un enfants. gentil papa, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que j'avais des mamans comme ça qui me disaient, moi, pendant qu'ils sont en examen, je leur dis qu'ils doivent pas faire la vaisselle, ils doivent pas faire le ménage avec moi, je les laisse tranquilles pendant leur période d'examen. Je dis, c'est vachement sympa, hein. Je dis, parce que moi, je fais pas ça. Je dois être plus méchante, je sais pas. Moi, je me dis que le quotidien, on doit garder le quotidien. Et au contraire, parfois, justement, s'occuper autre chose. Moi, je me dis, si on s'occupe un peu à autre chose que les examens. Après, toi, tu veux dire les facteurs de stress du quotidien, peut-être. Je crois que c'est ça que tu veux dire. Il y a des parents qui exigent encore beaucoup de tâches et c'est ça qui... Bon, pas trop, mais la vaisselle, quand même, faut pas La vaisselle, ça va encore. Oui, allez, ça passe. C'est bon, ça. On va acheter un lave-vaisselle pour les examens, je crois, pour le blocus extrait. C'est ça. Voilà. Alors, chers auditeurs, on part à la pause. On revient dans quelques minutes sur Arbel. On est dans Santé pour tous avec nos invités et je vous dis à tout de suite. Voilà, on est de retour, chers auditeurs. Aujourd'hui, on parle du stress et des examens avec nos spécialistes. Donc, je rappelle, nous avons Reda Kébir qui est psychopédagogue et professeur de psychologie. Nous avons Monsieur Mbouloukou qui gère un service qui s'appelle réussir ses études. Hein. Il nous donnera peut-être toutes les coordonnées à la fin de l'émission. Et alors, nous avons Monsieur Van Nuffel qui travaille à l'espace santé famille avec moi et qui est psychologue clinicien. Monsieur Van Nuffel, est-ce que vous pourriez nous dire la différence entre le stress et l'anxiété ? Un instant, oui. Le stress, c'est un mécanisme qui est naturel et donc qui est normalement positif. Et c'est... On n'entend plus. Oui, le son est trop bas. Oui. Okay. Non ? Ok. Bon. On va essayer de bien parler près des micros et de crier s'il faut pour que vous nous entendiez bien. Donc, le stress, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de productif et en général, ça doit être positif, sauf si c'est chronique. L'anxiété, ça dépasse. Donc, ça veut dire que le système est entré dans un mode de fonctionnement qui n'est plus fonctionnel. Vous entendez ? Vous nous entendez ? Oui ? Monsieur Oui. Mbouloukou, Monsieur Kébir, vous nous entendez ? Non, j'ai pas On l'impression. n'entend pas. Je pense qu'il faut peut-être monter le son. Sur la console. Bon. On va voir. Vous nous entendez maintenant ? Non ? On va faire des monologues. Oui, c'est ça. Là, ça va. Ah, Oui, ça va. vous entend. Ok. Ok, ça va. Super. Problème technique. Bon. Et donc, l'anxiété, ça veut dire qu'il y a plus que le stress. Donc, le stress peut causer l'anxiété. Et donc, quand on est dans une phase d'anxiété, ça veut dire que le système, l'organisme va dire « Oh non, je ne sais plus gérer ». Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très productif. Et ça peut même devenir quelque chose qui est psychopathologique. Oui, on peut avoir une maladie psychologique qui va s'en suivre à cause de ça. Oui. Oui, j'avais aussi eu des élèves comme ça qui avaient redoublé ou qui avaient raté leurs examens complètement et qui vraiment le vivaient hyper mal et avaient développé des attaques de panique, des angoisses. C'est ça. Et quand on cherchait le facteur déclenchant, on voyait que c'était simplement le fait d'avoir échoué une année scolaire, quoi. Donc, Oui. c'est quand même assez triste de voir des étudiants se mettre dans ces états-là et que ça devienne pathologique, comme tu disais, voilà, pour des examens, éventuellement même pour une année scolaire. Et c'est très important s'il y a l'anxiété et c'est trop de quand même intervenir au niveau clinique. Oui, clairement, il faut aller consulter à ce moment-là quand on arrive jusque-là, quoi. Monsieur Kabir, comment est-ce qu'on peut étudier pour les examens ? Quels conseils on pourrait donner aux jeunes, hein ? Tout à l'heure, Monsieur Van Nuffel va un petit peu parler de temps de repos ou de temps de détente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu bateau comme explication, mais elle existe, c'est vrai. En fait, l'étude commence au moment où on est en classe. Peu importe le niveau, que ce soit en primaire, en secondaire ou en études sup, que ce soit type court, type long, ça commence quand on est face à l'enseignant. Et donc, je dis ça parce que le CEB arrive, par exemple. Il n'est pas rare, quand j'accompagne des enfants qui sont en période de CEB, de constater qu'en fait, les enfants sont en stress parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris les concepts pédagogiques et les concepts d'apprentissage quand ils étaient en classe. Donc, quand on veut bien étudier, la première chose à faire, c'est d'être proactif en classe. Donc, je fais bien la part des choses entre être proactif et réactif.
Celui qui est réactif, c'est celui qui va étudier de minuit à 6 heures du mat parce qu'il était en panique et qu'il a demandé des synthèses aux copains et aux copines. Par contre, quelqu'un de proactif, c'est quelqu'un qui, en classe, commence déjà à écouter de façon active, commence à prendre des notes, réalise des synthèses en fin de journée ou en fin de semaine. On n'est pas obligé d'être proactif au point de faire un travail journalier, mais clairement, faire des synthèses de façon hebdomadaire, c'est une manière de déjà amorcer l'apprentissage. Par la suite, se fixer des objectifs temporels du style un mois avant la session d'examen, commencer à tous les jours un petit peu relire, à prendre connaissance de la matière, et puis 2 semaines avant, accélérer un peu la cadence. On n'est plus dans de la relecture, mais on essaye d'ancrer les savoirs. Et donc là, on a une série d'outils. On peut par exemple utiliser ce qu'on appelle des mind mapping, faire des résumés sous forme de dessins. Moi, ce que j'invite toujours à faire quand on est étudiant, c'est d'avoir un tableau blanc de type Velleda dans sa chambre. On peut écrire des petites synthèses dessus, des mots-clés, on peut s'enregistrer, on peut mettre des couleurs. Donc là, ça dépend de la manière dont on est dans sa capacité d'étude, si on est visuel, si on est auditif, si on est kinesthésique, dans sa manière de retenir les choses. Et donc, tous ces éléments, ce seront des petits conseils qui permettront une étude de meilleure qualité. De même, comme le disait M. Van Nuffel tantôt, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut compartimenter un petit peu le parcours de l'apprenant. Et donc oui, se dire clairement, je rentre de l'école, il est 17h, je break jusqu'à 18, puis de 18 jusqu'au repas, c'est-à-dire 19h30, bien je fais des synthèses, ou bien j'étudie, ou bien je fais un mind map, et puis reprendre 1 heure avant d'aller dormir, par exemple. Ça peut se faire, tout en ayant à l'esprit qu'en fonction de l'âge et du morphotype de l'apprenant, on peut augmenter la durée ou la diminuer. On ne va pas demander à un enfant de 11 ans d'étudier 1h30. Que quelqu'un qui fait du droit ou qui fait médecine anti-plomb pourra se permettre d'étudier 1h30 ou 2 heures, tout en ayant bien entendu une perte de capacité mémorielle au long de ces 2 heures. Ça, c'est totalement normal. Monsieur Mbouloukou, vous proposez des méthodes de travail dans votre service, réussir ses études ? Oui, tout à fait. On propose des ateliers de méthodes de travail. Et c'est que Reda vient de dire, M. Kabir, donc ça rejoint en tout cas certains outils qu'on donne en méthode de travail, notamment tout ce qui est planification, planifier son travail. Comme me disait, un enfant ne va pas travailler 2 heures. Donc ça aussi, on tient compte de ça. Et puis, on voit tout ce qui est, on a des ateliers tout ce qui concerne la concentration pour les élèves qui sont en manque de concentration, des ateliers, par exemple, qui concernent tout ce qui est mémorisation. Là, monsieur Kedi en a parlé, tout ce qui est mémoire visuelle, mémoire auditif ou kinesthésique. Donc, en fonction de profil de mémoire aussi, il y a des conseils spécifiques qu'on donne pour chaque catégorie. On a aussi des ateliers, notamment tout ce qui est comment faire des synthèses. Là, il a parlé de mind mapping, comment faire des synthèses, quelle est la différence entre une synthèse et un résumé, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut-il étudier sur base d'un résumé. Donc, on donne tout ça, comme ça à nos étudiants pour leur dire que voilà, ça ne sert à rien d'étudier sur base d'un résumé de quelqu'un d'autre, parce que le résumé est fait en fonction de la compréhension de la personne. Et autant mieux, il faut faire des synthèses ou bien des plans détaillés, comme il a dit, de mind mapping. Ça, on fait des ateliers avec ça. Comment réaliser ça? Parce que parce qu'il y a il faut se rendre compte qu'il y a des étudiants qui ne savent pas. Il y a d'autres qui viennent de passer de l'école secondaire à l'université. Et donc, le mode d'étude, il est différent. Ça, il faut déjà le dire. C'est vraiment différent. Quelqu'un qui, en secondaire, des fois, il étudiait 1 heure, et puis avec 1 heure, il avait de 12, de 14. Et puis, s'il veut aller avec ça à l'université, d'autres, ils pensent que voilà, comme j'étudiais 1 heure et puis j'avais des 12, des 14 en secondaire, et puis donc j'arrive à l'université aussi, je peux faire ça 1 heure pendant le blocus. Donc, toute l'année, il n'a pas étudié. Et puis, pendant le blocus, il veut étudier 1 heure ou 2 heures. Comme M. Van Nuff disait aussi, il y a d'autres qui veulent faire de nuits blanches. Donc, avec ça, c'est pour ça qu'on organise des méthodes de travail déjà au début de l'année scolaire, en septembre, pour les élèves qui viennent d'entrer en bac 1. Et puis, à l'approche des examens ici, on organise aussi des séances de méthodes de travail pour comment aborder en fait un blocus. Et là, on donne aussi des outils spécifiques, tout ce qui est conseil à méthode de travail. Moi, je dis souvent aux étudiants que aussi avoir une bonne méthode de travail, ça sécurise aussi, ça diminue le stress et l'angoisse. Parce que à partir du moment où on a un plan de travail, on sait, voilà, tel jour, à tel moment, je vais étudier autant de pages ou je vais faire ma synthèse sur ça. Je sais où j'en suis dans mes synthèses, je sais où je vais par rapport à mon programme.
au final, on est beaucoup moins anxieux, on est beaucoup moins sujet au stress parce qu'on sait où on en est dans sa matière. Alors qu'un étudiant qui va faire dernière minute, j'étudie toute la nuit ou j'étudie plusieurs heures d'affilée, comme disait Reda Kabir tout à l'heure, il y a une perte aussi. Quand on étudie plusieurs heures d'affilée, il est fort probable qu'après 1h30, 2 heures, tout doucement, la concentration et la capacité de mémorisation diminuent fortement. Donc, voilà, moi je me dis aussi, il y a toute une hygiène de nouveau à avoir derrière, et que plus on va avoir une méthode de travail adaptée, finalement, plus on sera, moins on sera stressé, et plus on sera sécurisé dans l'avenir, dans ce qui va venir, quoi. Enfin, c'est une impression, mais oui. Non, tout à fait, tout à fait. Donc, si pour quelqu'un qui a commencé à étudier dès le début, ou bien qui a pris les temps quand même de planifier son travail, à la fin, on voit quand même que le résultat est différent. Qui est la personne qui va se dire, voilà, parce qu'il y a des étudiants qui font l'erreur de dire, moi, je vais étudier pendant le blocus. Donc, on dit, voilà, on aura 2 semaines de blocus. Et pour lui, c'est pendant ces 2 semaines-là qu'il va étudier. Quelqu'un qui est en médecine avec des cours d'anat, qui fait des fois de 200 pages, 300 pages, ou qui est dans les cours qui est en droit et qui a des syllabus des 120 pages à connaître. Donc, dans les 2 semaines, si quelqu'un consacre que 2 semaines pour étudier ça, bien entendu qu'il va augmenter, en tout cas, le niveau de stress. Et que, voilà. C'est pour ça qu'on conseille, en tout cas, de commencer dès le départ et puis de faire, en tout cas, un planning bien détaillé. Déjà d'avril, en tout cas, pour les étudiants qui nous rejoignent, là, on fait un planning jusqu'à la fin de l'année. Et là, on nous dit, voilà, par jour, il faut faire, voilà, parce qu'on a de formulaires type aussi, qu'on dit, voilà, par jour, il faut étudier autant. Quelqu'un qui fait ingénieur civil, je donne un exemple. Je fais ingénieur civil, je vais pas dire que je vais étudier le week-end. Je dis, voilà, simple, je dis, le week-end, on a 48 heures. C'est les 48 heures. Si je prends 8 heures de sommeil, donc je prends 20 heures de sommeil sur le week-end, il nous reste donc 28 heures. Et puis je lui dis, maintenant, c'est le 28 heures. Quel est le temps que tu accordes, en tout cas, à tout ce qui est loisir? Il me dit, voilà, si le temps, voilà, avec tout ce qui est manger, loisir, j'accorde, par exemple, 10 heures. J'ai dit, OK, c'est pas grave. 10 heures, ou bien, donc, on a 48 heures plus le 20, ça fait 30 heures. Et maintenant, les 18 heures, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accordes 10 heures pour les loisirs et puis 8 heures pour le sommeil. Les 18 heures, qu'est-ce que tu fais? Donc, il faudra maintenant trouver comment rentabiliser ces 18 heures-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut étudier 18 heures. Mais le fait déjà de faire un diagnostic comme ça en disant à l'étudiant, tu as 48 heures sur le week-end. Et donc, sur les 48 heures, essaie de voir comment est-ce que tu repartis ton temps, en mettant 20 heures pour le sommeil. Voilà, j'ai dit, c'est largement suffisant. Et puis, tout ce qui est loisir, je peux me mettre 12 heures encore, ça fait 32 heures. Donc, c'est pour montrer à l'étudiant qu'il a quand même le temps, le week-end, pour étudier, en dehors de tout ce qu'il peut faire. Et ça, le fait déjà qu'il prenne conscience qu'il a autant de temps, il y a des étudiants qui arrivent et disent, ah, je ne savais pas que j'avais autant de temps pour étudier le week-end, en tout cas. Et donc, quand il essaie maintenant d'analyser comment est-ce qu'il digère son temps, c'est là que d'autres étudiants ils prennent conscience et disent, ah oui, je crois que je vais quand même dégager peut-être 2 heures par jour ou 3 heures par jour pour étudier. Et donc, en fait, c'est bien parce que vous les aidez vraiment aussi même dans leur planning, quoi. Vous les aidez dans leur prise de conscience du travail à effectuer. Ça, je trouve que c'est super. C'est vraiment bien pour les jeunes. Et vous avez que des étudiants du supérieur ou vous avez aussi des étudiants plus jeunes du secondaire ou du primaire chez vous? Pour les primaires, on a actuellement, on prend que les élèves de 6e année primaire. Ah, qui passent le CEB, du coup. Qui passent le CEB. Et puis, on a les étudiants, les élèves de première année jusqu'à 6e secondaire. Ça, on le suit. Ah, oui. Et puis, il y a aussi maintenant les universitaires qui viennent aussi, des étudiants. Ben justement, on avait une question là que mon assistante avait rédigée. Je trouvais qu'elle était comique, mais en même temps, c'est vrai que c'est intéressant. Monsieur Van Nuffel, elle demandait qu'est-ce que la procrastination? Est-ce qu'il y a une explication à ce comportement? Comment le contrer? Parce qu'il y a des étudiants qui procrastinent. Donc, oui. En effet, procrastination, on peut dire que c'est comme les Espagnols disent mañana, mañana. Demain, demain. Je vais faire tout demain et aujourd'hui, je ne dois rien faire. En effet, il y a une explication pour ce comportement et on a trouvé que partiellement, c'est génétique. C'est aussi quelque chose qu'on apprend. Si on est dans un environnement qui encourage ça, oui. OK, on apprend. Et on sait aussi qu'il y a
des cultures qui encouragent ça un petit peu. C'est pour ça qu'on prend l'espagnol mañana, mañana. Donc, c'est un mélange de beaucoup de facteurs. Et donc, le problème est que ce n'est pas toujours très fonctionnel. Si on a cette attitude-là et on est intelligent, ça peut marcher encore dans les études secondaires. Donc, on dit, je vais faire demain ou je vais faire pendant les examens. Maintenant, quand on a les études universitaires, là, c'est un peu plus difficile. Parce qu'on voit que là, on a beaucoup plus à étudier. Et donc, ce qu'on voit en général, c'est que des jeunes qui sont intelligents et qui ont beaucoup de facilité dans les études secondaires, ils vont apprendre mañana, mañana, voilà, et à la fin, ça va arriver. Mais à l'université, ils vont trouver des échecs. Et donc, les parents, ils disent, c'est bizarre parce qu'il est intelligent et tout ça. Oui, mais c'est structure de travail, ce qui est important. Et donc, c'est très important. Ce n'est pas parce que c'est génétique que c'est une excuse. Hein. Au contraire, peut-être. Parce qu'il Tu voulais dire génétique plutôt dans le tempérament, en fait, c'est ça? Oui. On voit aussi un lien, par exemple, avec le TDAH. Donc, tendance déficitaire d'attention, hyperactivité. Il y a un lien avec ça aussi. Donc, ça sont des gens qui vont procrastiner beaucoup. Et donc là, c'est très important, d'abord, de savoir que c'est dans votre gène ou dans votre comportement, et donc de remédier ça bien en avance. Et donc, ça veut dire qu'avant qu'il y ait les examens, il faut mettre un peu de pression, un peu de stress. Hein. Ici, le stress doit être fonctionnel. Et donc, on va mettre un peu de stress sur la personne pour avoir un deadline qui est bien avant les examens. Donc dire, tiens, est-ce que samedi, tu vas étudier ça et je vais faire un petit examen pour toute la matière là. Quand il y a le stress, en général, ces gens, ils sont activés. Et donc, ils vont dire, OK, je vais étudier. Donc, pour des gens qui procrastinent beaucoup, c'est important de faire la suivi. Oui, c'est ça. Mais moi, je me dis aussi, parfois, ce que j'observe chez certains étudiants qui baissent un peu les bras, c'est quand il y a un niveau d'exigence trop élevé par rapport à leur capacité, ou alors ils veulent atteindre, mais vraiment, ils mettent la barre très, très haut dans ce qu'ils attendent d'eux-mêmes. Par exemple, il faut qu'ils aient 90% partout, qu'ils aient d'excellentes notes, les perfectionnistes, etc. Ou des enfants qui viennent de familles où les parents ont un très haut niveau d'études. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça. Maman est médecin, papa ingénieur, ils sont tous les deux brillants, ils ont tous les deux fait des belles études, donc je m'autorise pas l'échec, j'ai pas le droit d'échouer. Et donc parfois le niveau est tellement élevé que l'enfant va baisser les bras et ne va plus, va se dire j'y arriverai jamais, au lieu de faire étape par étape et comme tu disais, peut-être faire un programme, vous le dites tous, pardon, le lapsus, vous le dites tous ici, c'est le fait d'avoir une méthode de travail, de se projeter, de pouvoir s'organiser avant même les examens, c'est quelque chose de très bénéfique. Et moi je dis aussi à ces jeunes qui sont très perfectionnistes ou qui se mettent un level hyper élevé, justement par rapport à leurs exigences vis-à-vis d'eux-mêmes, mais qu'il faut y aller étape par étape et que si on veut directement aller au but, on va se dire cet objectif est beaucoup trop élevé, beaucoup trop loin et donc j'abandonne. Et donc c'est comme ça aussi qu'on se retrouve parfois aussi avec des étudiants qui n'arrivent pas à travailler ou qui abandonnent un petit peu. Mais peut-être qu'il faut différencier ça de la procrastination. Oui, certainement. C'est un peu différent. Oui, c'est différent parce que le perfectionnisme, ça c'est quelque chose, c'est un aspect de la personnalité. Oui. Et donc, c'est très complexe. Moi, je fais recherche sur perfectionnisme, donc je sais que c'est très complexe. Mais c'est quelque chose qu'on doit discriminer. Donc, il y a deux choses. Et donc, le perfectionnisme, il faut aussi voir le rôle des parents. Hein. Les parents ne doivent pas exiger trop non plus de l'enfant. Si un enfant n'a que ses capacités, pour étudier 3 heures par jour, par exemple, il ne faut pas exiger que l'enfant va étudier 4 heures. Si l'enfant n'est pas doué pour faire médecine, il ne faut pas exiger qu'il va faire médecine. Il peut faire aussi un autre métier. Oui, et puis ça aussi, ça joue sur l'estime de soi, parce que quand on exige de l'enfant, et là, moi, c'est dans un tout autre cadre, mais je vois des enfants avec
voilà, des difficultés intellectuelles ou des retards d'apprentissage. Parfois, les parents exigent voilà, qu'ils aillent dans l'enseignement général ou refusent qu'ils aillent dans des enseignements adaptés pour eux. Et ça abîme très très fort l'estime de soi parce qu'ils sont en décalage. Les autres réussissent là où eux ne sont pas capables parce que mentalement, ils ne sont pas capables tout simplement. Donc parfois, on doit faire attention à ces exigences et nos attentes en tant que parents, en tant que professionnels aussi. Il faut faire attention aux attentes qu'on peut avoir et qu'on peut projeter sur l'enfant qui peuvent être très lourdes à porter aussi, je pense. Oui, Ouais, ça c'est l'accompagnement de l'école, l'accompagnement des élèves qui est très important là pour bien cadrer et pour bien montrer aux parents, dites, peut-être votre enfant ne va pas faire sciences mathématiques, mais peut-être votre enfant est mieux pour faire, je ne sais pas, économie ou quelque chose. Donc, tout à fait, ouais. Monsieur Kabir, une petite question pour vous. Est-ce que l'environnement du jeune va jouer un rôle important sur la qualité du travail, de son travail, justement? On en parle un peu ici, mais qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, en fait, on constate dans la plupart des approches pédagogiques ou éducationnelles que plus le contexte va être sain et prospère au fait de pouvoir étudier, meilleurs seront les résultats. On prenait tantôt, M. Van Nuffel prenait tantôt l'exemple de certains parents qui, par exemple, en période d'examen, vont demander beaucoup moins à leurs enfants. Alors d'un côté, on peut effectivement se questionner sur la validité de la démarche, mais par contre, dans les faits, statistiquement, les études le prouvent, ça permet aux enfants, aux ados et aux jeunes adultes de mettre leur focus sur les protocoles d'apprentissage dans lesquels ils sont. En d'autres termes, là où en temps normal, des enfants, je prends un cas de figure, les enfants doivent peut-être aller faire certaines courses ou tondre le gazon ou alors aider à la vaisselle ou encore faire à manger, eh bien on se retrouve à un moment donné, grâce à un contexte prospère, à atteindre un niveau d'apprentissage plus élevé. Donc clairement, le contexte joue. On avait par exemple, et je salue ma maman si elle m'écoute, quand j'étais ado et quand j'ai commencé mes études dans le supérieur, je sais qu'arrivé aux examens, elle ne me demandait plus rien si ce n'est d'étudier et de réussir. Et jusqu'à preuve du contraire, ça a réussi. Ouais, ça a fonctionné. Bon, le contexte est intéressant et utile quand il est sain. Ok. Alors, on va continuer à en parler juste après la pause, parce qu'on doit partir à la pause quelques instants pour notre dernière ligne droite dans cette émission Santé pour tous sur le stress. Donc, restez avec nous. Dans 2-3 minutes, on revient avec nos experts et les dernières questions. À tout de suite. Voilà, alors comme on est de retour donc dans votre émission Santé pour tous, on parle du stress et des examens. Comme Monsieur Kabir doit bientôt nous quitter, je voulais juste lui poser encore une petite question avant qu'il parte. Est-ce que vous auriez des conseils pour nos étudiants aujourd'hui en cette période? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux étudiants et aux parents d'étudiants pour que ça se passe de manière optimale? Alors, un conseil de base, c'est vraiment de neutraliser ce que moi j'appelle le fantasme d'apprentissage. Et donc, le fantasme d'apprentissage, on en a parlé tout au long ici de l'heure et demie passée ensemble. On a certains parents qui ont des métiers très importants et qui vont mettre la pression à leurs enfants. Je conseille à ces parents d'abandonner ce fantasme de l'apprentissage absolu parce que on est médecin, on veut que son enfant fasse médecine. Non, laissez les enfants évoluer à leur rythme. Pareil pour les enfants, ce fameux fantasme d'apprentissage, enfin les enfants, les ados, il existe aussi. Ok, c'est la période du CEB, mes parents, ça fait 1 mois et demi qu'ils retravaillent avec moi le CEB. Pas de stress. Rater une année, ce n'est pas le problème. Avoir une seconde cesse, ce n'est pas un problème. Et il y a de magnifiques trajectoires de vie qui ont été parsemées de petites difficultés, mais ce n'est pas un frein. Prenez le temps de vivre. Posez-vous la question, et je le disais en début d'émission, ce fameux triangle. Alors oui, il y a les savoirs, oui, il y a les savoir-faire. Alors oui, on peut savoir c'est quoi le théorème de Pythagore. Oui, on peut appliquer le théorème de Pythagore, mais le savoir-être, c'est être soi-même, c'est être bon dans la personne que l'on est, se fixer des objectifs sportifs, vivre avec sa famille, ses amis, avoir d'autres activités que l'école, parce que l'école, in fine, ce n'est jamais que 8 heures dans une journée. Donc ce n'est pas grand chose, même si effectivement c'est important. Prenez le temps pour vous. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous et j'espère qu'on vous verra encore. Nous, on termine nos émissions en juin, mais on reviendra de toute façon au mois de septembre avec des nouveaux thèmes et je serai contente de vous avoir dans une prochaine émission en tout cas. Je vous souhaite un bon week-end avec votre famille et à très bientôt. Merci. Alors, Reda. Et une bonne session d'examen aux profs, aux étudiants et aux parents. À tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.
je voulais revenir un peu avant qu'on termine cette émission. Une petite dernière question aussi pour Monsieur Van Nuffel, parce que c'est aussi sa spécialité. On parle souvent du fait que l'alimentation influence aussi notre capacité à nous concentrer. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme aliment, comme complément alimentaire justement pendant cette période? Oui, c'est vrai. Donc l'alimentation. Ah, le micro ne fonctionne. Ah voilà. C'est vrai. L'alimentation, c'est très importante. Donc, il faut manger sain. Et donc, ça veut dire beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Ne pas manger surtout des choses comme le sucre et tout ça. Parce que scientifiquement, on sait que quand on mange le sucre, on a un pic qui est très grand et on sait faire beaucoup. Mais après, le corps est un peu épuisé. Donc, si on peut éviter ces choses-là, et je sais que pendant les examens, c'est très attirant. Moi, je grignotais tout le temps aussi, mais ça peut causer aussi des problèmes. Et donc, pour le reste, oui, il faut rester calme. Et si, comme parent, vous voyez que votre enfant est trop tendu, il faut quand même parler avec l'enfant, intervenir un peu au niveau aussi alimentaire. Pour les parents, ils peuvent prendre le temps pour faire quelque chose qui est très sain. À la limite, on peut prendre quelque chose de naturel pour calmer un petit peu. Il y a des produits qui vont faire calmer juste avant un examen. Si l'enfant est trop anxieux, on peut prendre par exemple des choses comme Passiflora ou Cédinal. Donc ce sont des choses très, très légères. Aux plantes et qui relaxent. Les plantes qui relaxent. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Ça, c'est si l'enfant a un risque de bloquer à cause du stress. Et ce que je conseille aussi, c'est si l'enfant a trop de stress maintenant, ça veut dire que la préparation peut-être n'était pas bonne pendant l'année. Et donc, c'est important de préparer l'enfant pendant l'année. Et donc, peut-être, à dernière minute, oui, il y a un service comme celui de M. Mbouloukou qui peut aider encore à faire un bon planning. Parce que ça, c'est important. Il y a peu de temps qui reste. Les examens sont maintenant. Donc, chaque heure va compter, surtout dans l'éducation supérieure. Chaque heure compte. Et donc, le planning, ça, c'est tout. Si l'enfant ne sait pas faire un bon planning, ça, c'est un peu qui peut gâter. Oui. Ouais, voilà. Et moi, j'avais une autre question pour M. Mbouloukou. Vous prenez aussi en compte les difficultés d'apprentissage spécifiques, par exemple les enfants TDA, les dyslexies et tout ça dans l'accompagnement des étudiants? Alors, ça, on ne prend pas parce que ça demande quand même d'avoir des spécialistes dans ce domaine-là. Bon, actuellement, on ne prend pas parce qu'au début, on prenait et puis les formateurs qu'on avait formés, parce que ça, on nous avait envoyé quand même suivre une formation spécifique pour accompagner ces genre d'élèves. Et puis on a eu quand même 3 qui ne sont plus avec nous. Et donc actuellement, on les oriente vers une autre école qu'on connaît, avec on collabore normalement. C'est ça. J'avais encore une autre question. Quel est selon vous ce qu'il y a de mieux à faire pour se détendre justement en cette période de blocus? Est-ce que vous parlez de ces temps de détente avec vos étudiants? Oui, tout à fait. Ça c'est très important en tout cas, que ce soit pour les étudiants en tout cas qui sont à l'INIF, ou bien que les élèves en tout cas qui sont en secondaire. Ça, c'est très important d'avoir un temps de détente. Et durant ce moment, c'est faire une activité qu'on aime en fait. Voilà. Faire une activité qu'on aime, passer du temps avec ses amis. Bien entendu, quand on est avec ses amis, faut pas parler d'examen, faut pas parler de la matière en disant non, tel cours encore, ou bien telle matière, est-ce que tu as compris? Non. Quand c'est le moment de détente, en tout cas, le but, c'est d'aérer la tête. Ça va faciliter, en tout cas, au cerveau, en tout cas, de bien assimiler aussi et de bien retenir ce qu'on a étudié. Parmi les exercices qu'on propose, on dit voilà, il faut aller marcher dans un parc, marcher par exemple. Et puis, quand vous marchez, vous faites un vide, en tout cas, de tout ce que vous avez étudié, parce que c'est aussi c'est vraiment, et c'est très très important de faire ça. Comment on peut utiliser justement son potentiel au maximum selon vous? Alors, déjà, il faut déjà connaître en fait quel type de mémoire on a. Pour ça, pour quel type de mémoire on a, parce qu'en fonction des types de mémoire, oui, on va étudier différemment. Et comment on peut le savoir ça? Alors, pour le savoir, bon, nous on fait faire un test, mais ça, je peux déjà donner quand même quelques pistes pour nos auditeurs qui suivent. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a une mémoire, je vais dire,
une mémoire auditive ou bien une mémoire visuelle. Une mémoire visuelle, c'est que, par exemple, quand vous marchez, est-ce que vous faites et que vous revenez à la maison, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez retenu en fait de votre marche? Vous passez devant une rue. Est-ce que vous retenez les détails, je veux dire les types de voitures que vous avez vues, les types de personnes que vous avez vues? Est-ce que vous faites attention en tout cas à tout ce qui est détail? Si vous faites attention à tout ce que vous pouvez vous rappeler avec précision, en tout cas, les différents détails que vous avez rencontrés quand vous avez fait votre marche, ça peut donner une indication que vous avez une mémoire visuelle par rapport à ça. Alors, si vous avez une mémoire visuelle, le mieux à faire, c'est de faire des schémas quand vous étudiez. Ça veut dire des mind mapping, comme Monsieur Kebu disait. Donc, faites des mind mapping, des schémas de votre cours, que ce soit des cours à caractère littéraire ou à caractère scientifique. Si c'est à caractère scientifique, là, il faut faire des formules. Vous écrivez des formules sur un tableau dans votre chambre, ou bien vous avez des feuilles et que vous essayez de faire des schémas avec votre cours. Ça va vous aider à mieux retenir, en tout cas, à mieux étudier en tout cas et être plus potentiel pour vos examens. Si par contre vous avez une mémoire, je veux dire auditive, et que quand le prof explique en classe, ce que vous retenez, ce sont les petites histoires ou les analogies que le professeur fait, les différentes histoires qu'il raconte pour vous faire comprendre en tout cas les cours. Si c'est ce que vous retenez, et non pas le formule, tout ce qui est abstrait quand le prof explique, ça veut dire que vous aurez plus tendance à avoir une mémoire auditive. Et dans ces cas-là, ce qu'on demande aux gens, c'est de s'enregistrer quand ils étudient, et puis éventuellement maintenant avec le smartphone, c'est de prendre en fait ces enregistrements quand vous marchez, mettez des écouteurs et puis vous allez essayer d'écouter votre cours. Alors, c'est qu'on conseille aussi aux étudiants d'université, ceux qui ont une mémoire auditive, c'est par exemple prendre le syllabus et de demander, par exemple, bon, ça on a fait une expérience en tout cas avec cette année, c'est l'année passée avec le Covid, c'est qu'on a enregistré certains cours, les professeurs ont enregistré certains cours en audio. Et ces audios, les explications, on les a données à nos étudiants et qu'ils devaient écouter. Donc quand ils se baladaient, ils devaient écouter, ils avaient des écouteurs. Et la plupart des étudiants nous ont dit, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé à comprendre le cours. Parce que moi, voilà, le fait de prendre un syllabus et puis de commencer à ouvrir le page, ça ne m'aide pas. Alors que quand je mets mes écouteurs et que j'ai l'audio et que j'entends les explications, il me dit chapitre 1, il y a ça, voici les grandes lignes qu'il faut retenir, ça m'aide beaucoup et ça me donne, en tout cas, ça me permet d'avoir ça me permet en tout cas de mieux comprendre en tout cas les cours et d'avoir une bonne idée de ce que le cours parle. Ça, c'est pour les personnes qui ont une mémoire auditive. Maintenant, pour les personnes qui ont une mémoire kinesthésique, ça veut dire, et ils ont besoin de théâtraliser, en fait, leur cours, ce qu'on leur conseille, c'est de dire, voilà, le soir, vous prenez, voilà, vous êtes avec papa, vous êtes avec maman, essayez de l'expliquer le cours. Faites comme si vous devez l'expliquer le cours. Dites, maman, voilà, aujourd'hui, j'ai étudié un cours de maths ou un cours de sciences et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris. Dans ce cours, faites comme si vous êtes le professeur. Et puis, avec le parent, là, on le dit, si votre enfant vient vers vous et qu'il vous demande, en tout cas, de faire faites le jet avec lui, aidez-lui à apprendre. Ça va lui faire plaisir, d'abord de voir que lui aussi il est professeur, parce qu'il faut se rendre compte qu'avec l'adolescence, l'enfant, il croit qu'il connaît mieux que son parent. Bon, ça, voilà, il croit qu'il connaît. Et donc, le fait de vouloir enseigner, ou faites comme s'il enseignait ses parents, ou ça peut être sa maman ou son papa, ça lui donne encore plus de confiance en lui, et puis ça lui permet de bien maîtriser encore son cours. Et que si jamais il éprouve des difficultés, il va lui-même dire, ah non, là je crois que j'ai pas bien compris, je vais retourner encore étudier et j'y reviendrai après. Et puis n'hésitez pas à faire des tours de rôle en tant que parent avec vos enfants, de lui dire, voilà, aujourd'hui, essaie de m'expliquer ce que tu as compris de ton cours, et puis pas dans le sens de l'évaluer en tout cas, mais dans le sens de jouer avec lui un temps en tout cas d'amusement que vous pouvez passer en temps de qualité. Voilà. Alors, je vous remercie vraiment pour toutes ces informations. Est-ce que vous pourriez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver? Où se trouve votre service et comment les gens peuvent vous joindre? Alors, pour nous joindre, on a un site internet, c'est réussirsesétudes.com. Nos bureaux sont à Mérode, sur avenue des Celtes, numéro 20, donc à Mérode. C'est génial.
près de chez moi. Je vais inscrire mes enfants. Voilà. Ok, super. Et donc, on peut vous retrouver. Et donc, ça se passe en présentiel. Les enfants peuvent venir chez vous. Actuellement, ça se passe en présentiel, oui. Ah, super, ok. Mais je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette émission. Je vais demander aussi à Monsieur Van Nuffel de nous dire où est-ce qu'on peut le retrouver à l'Espace Santé Famille. L'espace Santé Famille, voilà. Donc c'est chaussée de Louvain à Saint-Josse, chaussée de Louvain 51. Voilà. Et vous consultez quel jour, vous, Monsieur Van Nuffel? Moi, c'est le lundi et le mercredi soir. Soir. Oui. Donc voilà. Donc si nos auditeurs souhaitent avoir une consultation avec Monsieur Van Nuffel ou avoir bénéficier des services de réussir ses études avec Monsieur Mbouloukou, voilà, vous savez où vous pouvez trouver toutes ces informations. Donc, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet un peu plus grave. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'inceste et aux abus sexuels avec nos spécialistes. Nous avons des sexologues et des spécialistes qui vont nous parler de ce sujet. Je remercie nos invités, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une bonne réussite dans vos études et je vous dis à très bientôt dans Santé pour tous. Merci. Au revoir. Merci.